Bonjour tout le monde. Donc, lors de cette vidéo, je vais corriger le TP antibiogramme, vous présenter le cours correspondant et corriger aussi l'activité de la séance d'aujourd'hui sur l'antibiorésistance qui vous permettra voilà, de faire la totalité de ce chapitre, d'avoir le cours de la totalité de ce chapitre. Donc vous avez ici à noter une petite explication sur le premier antibiotique découvert et par qui. La vidéo vous montre un petit peu le coup de bol qu'a eu Alexander Fleming dans cette découverte. Et donc là, l'introduction à noter est la suivante avec les problématiques suivantes. Donc si je reprends le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui, donc hop, je reprends ça et ça. Donc on vous demande, lorsque l'on fait un antibiogramme, voilà, lorsque vous avez une infection par une bactérie, pour savoir quel est l'antibiotique à utiliser, on réalise la chose suivante. On cultive des bactéries sur une boîte de pétri et on y dépose des disques contenant des antibiotiques. Les disques contenant les antibiotiques vont tuer les bactéries dans la zone autour d'eux, et plus la bactérie sera sensible, plus la zone où l'antibiotique va pouvoir la tuer sera grande. Et donc plus la concentration à laquelle l'antibiotique va agir sera faible. Donc on mesure ce qu'on appelle le diamètre d'inhibition, donc on prend bien le diamètre et pas juste le rayon, par de la gauche vers la droite, pour chaque antibiotique. Et donc vous avez le diamètre qui a été noté ici, et ensuite, alors sur les valeurs, je crois on peut avoir des petites variations, donc c'est pas un problème. Une fois qu'on a mesuré le diamètre, on se reporte aux cartouches ici, et on part de la droite et on va vers la gauche de la valeur en millimètres du diamètre que vous avez trouvé, et donc vous allez tomber dans une des trois zones, résistante, intermédiaire ou sensible, et en bas vous trouverez la dose minimale à laquelle l'antibiotique peut tuer la bactérie. Plus le diamètre sera grand, plus ça veut dire que l'antibiotique fonctionne sur la bactérie en la tuant, et moins il aura besoin d'être très concentré pour la tuer. Donc plus il sera efficace. Donc un grand diamètre d'inhibition correspondra à une CMI faible. Et plus votre CMI sera faible, plus votre bactérie en sera sensible. Donc je vous laisserai regarder ça. Et donc celui qui a la CMI la plus faible sera l'antibiotique nécessaire. Donc ici efficace, celui qu'il faut utiliser pour cette bactérie, c'est la tétracycline. Voilà. Ensuite, on vous demandait d'étudier deux documents qui vont permettre un petit peu de commencer à voir, puisque c'est le sujet de l'activité suivante, à quoi correspond, comment une bactérie devient résistante aux antibiotiques, puisque c'est un des graves problèmes que les hôpitaux rencontrent aujourd'hui. À force d'utiliser des antibiotiques, les bactéries en deviennent résistantes, et donc on ne peut plus les utiliser par la suite. Là, vous avez un document qui vous montre une bactérie ancienne, la souche ancêtre, et la souche dérivée actuelle. Donc c'est la même bactérie, mais vieille et nouvelle. Et on voit qu'entre-temps, pour les 4 antibiotiques qui ont été testés, le diamètre d'inhibition est grand, donc ça veut dire que la bactérie est sensible à chacun des 4 antibiotiques, et aujourd'hui vous voyez qu'elle ne l'est quasiment plus. Donc la bactérie entre-temps est devenue résistante. Comment ça peut s'expliquer? Vous avez un document en dessous qui vous explique que les bactéries possèdent une enzyme qu'on appelle la bêta-lactamase qui a pour but de dégrader les antibiotiques. Donc c'est une enzyme qui a pour but de protéger les bactéries. Et on se rend compte que cette enzyme, lorsque l'on compare sa séquence, eh bien il y a une différence, c'est qu'en position 164, ici, la bactérie ancêtre possède une arginine alors que la bactérie dérivée une sérine. Il y a donc eu une mutation au niveau de l'ADN qui se répercute au niveau de la protéine, et donc cette mutation a l'air d'avoir rendu l'enzyme bêta-lactamase qui dégrade les antibiotiques beaucoup plus efficace, ce qui permet à la bactérie de mieux se défendre contre les antibiotiques, puisque cette enzyme dégradera les antibiotiques d'une manière bien plus efficace. Alors, l'erreur à ne pas faire est la suivante, c'est-à-dire il ne faut pas dire que les antibiotiques ont induit la mutation de l'ADN de la bactérie, c'est faux. La bactérie a muté de manière aléatoire par tous les principes que l'on a vus dans une autre partie cette année. Voilà, il y a des erreurs de réplication ou des choses comme ça. Et par sélection naturelle, dans une bactérie, il y a eu un jour une mutation. Cette bactérie a été avantagée et donc elle a été sélectionnée puisqu'elle a pu résister aux antibiotiques. Comme elle a pu résister,
elle a pu se reproduire, donc se diviser, et donc transmettre cette mutation qui a été conservée. Donc c'est bien la sélection naturelle qui permet de conserver les bactéries devenues résistantes aux antibiotiques suite à une mutation quelconque spontanée qui a pu arriver, et par chance pour elle la rendre résistante. Donc voilà comment ça se passe. Donc je ne rentre pas plus dans les détails à ce niveau-là. Au niveau du bilan, donc je suis resté très simple. Des mutations spontanées sont à l'origine d'une grande variabilité génétique dans les populations de bactéries, et certaines font apparaître des résistances aux antibiotiques. L'application d'un antibiotique sur une population bactérienne sélectionne les formes résistantes et permet leur développement. Ainsi, l'utilisation systématique des traitements antibiotiques favorise l'émergence de bactéries résistantes difficiles à combattre par sélection naturelle. Donc voilà pourquoi les antibiotiques, il faut les utiliser bien sûr parce qu'ils permettent de combattre les infections bactériennes, mais il faut le faire avec parcimonie et retenue pour éviter de sélectionner les bactéries résistantes. Donc justement sur l'antibiorésistance, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc grand 2, antibiorésistance efficacité, donc c'est la deuxième activité, première activité, là c'était un TP que nous aurions dû faire. Voilà, donc sur cette activité sur la biorésistance, je ne rentre pas dans les détails, tout est dans les documents, donc là vous avez un antibiogramme fait sur une souche bactérienne, vous avez le taux de résistance de cette bactérie en Europe entre 2002 et 2017, comment il a évolué. Donc on voit clairement ici que la bactérie est devenue de plus en plus résistante en 15 ans. On vous explique pourquoi et pourquoi il faut préserver l'efficacité des antibiotiques. Donc la correction, je pense, est assez claire, il n'y a rien de bien compliqué. Donc une bactérie sera plus ou moins sensible à certains antibiotiques, c'est ce que met en évidence l'antibiogramme, et on a remarqué que la proportion de bactéries résistantes en Europe a augmenté. N'oubliez pas de donner des valeurs pour avoir une réponse complètement juste. Les modes de transmission de l'antibiorésistance. Donc comment des bactéries résistantes vont transmettre cela à d'autres bactéries. Donc par l'alimentation. Dans votre intestin, vous avez des bactéries qui vont donc échanger par le phénomène qu'on appelle de transmission horizontale de gènes entre deux bactéries différentes, mais bon ça c'est un peu compliqué. Dans l'eau, à l'hôpital, les bactéries vont vous infecter, et donc c'est ce qu'on appelle des maladies nosocomiales contractées à l'hôpital qui vont être dues à la présence de bactéries devenues résistantes, puisque ce sont des lieux où on utilise beaucoup les antibiotiques. Donc les bactéries résistantes vont pouvoir aller infecter d'autres personnes, d'autres individus pour qui ça pourra causer d'importants problèmes de santé. Donc la deuxième partie de l'activité, vous aviez une carte qui montrait que la mortalité humaine due aux bactéries résistantes dans le monde est en progression, et donc on peut remarquer, donc si je reprends voilà, les documents, donc vous voyez qu'il y a une forte mortalité ici humaine liée à l'utilisation liée aux bactéries qui sont devenues antibiorésistantes, et on remarque sur ce document que lorsqu'on a arrêté ou diminuer en tout cas l'usage des antibiotiques, et ben l'antibiorésistance a diminué. Tout de suite, très rapidement. Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails, vous avez certainement lu les documents en profondeur. Donc je resterai également simple ici dans le bilan. L'utilisation systématique de traitements antibiotiques en santé humaine comme en usage agronomique ou vétérinaire conduit à augmenter la fréquence des formes résistantes dans les populations, puisque les antibiotiques on les donne aussi aux animaux d'élevage. Donc l'on va ingérer nous, et donc ingérer ces antibiotiques et les transmettre la résistance à nos propres bactéries intestinales par exemple, et aboutit donc à des formes simultanément résistantes à plusieurs antibiotiques. Cela constitue un important problème de santé publique car le nombre de familles d'antibiotiques disponibles est limité. Donc si on en a un nombre limité et que certains ne sont plus utilisables parce que les bactéries sont devenues résistantes, et ben c'est un danger. Donc il faut essayer de rechercher de nouvelles méthodes pour lutter contre les bactéries et ou moins utiliser les antibiotiques. Voilà, donc là-dessus on termine ce deuxième chapitre de cette première partie. Vous avez un schéma bilan commun aux deux chapitres, donc avec les maladies monogéniques comme la mucoviscidose, les maladies multifactorielles comme le cancer, le processus de cancérisation ici, et la résistance aux antibiotiques ici. Voilà donc tout ce qu'il y avait à savoir dans ce chapitre. Je vous ai mis
tout ce qu'il y a à savoir sous forme de fiche de révision, on verra ce qu'on en fera si je vous évalue au retour en classe, je ne sais pas du tout pour l'instant. Et voilà. Et donc on termine là-dessus la partie 1 sur variation génétique et santé de ce deuxième thème. Merci beaucoup et bon courage.